Alors, pour notre premier présentateur, c'est un étudiant au doctorat en physique et dans ses études, il regarde le refroidissement et l'entrepris par des champs magnétiques. Dans ce temps libre, il aime regarder les technologies émergentes du domaine des matériaux et des technologies médicales. Auparavant, il a déjà vu présenter dans une des autres 5 à 7 de Bistrobrain, donc pour Espace Sciences et Fiction. Donc, il aime vraiment ça, faire part de ses connaissances, et nous, on adore. Donc, aujourd'hui, il nous présente laser et fusion nucléaire, l'énergie du futur. On accueille Olivier Bernard. Bon. Hey, merci beaucoup d'être venu en si grand nombre à soir. Bon, je n'ai pas besoin de me présenter, elle est déjà fait pour moi. Aujourd'hui, on va parler de laser et de fusion nucléaire. Est-ce que ça va être l'énergie du futur? Mais d'abord, un laser, ça sert à quoi? Mais dans la vie de tous les jours, on l'utilise. Même moi, en ce moment, je l'utilise, mais on l'utilise dans le domaine médical, l'industrie pour faire des morceaux mesurés, dans la communication, et ainsi de suite. Et dans le futur, éventuellement, on pourrait faire de la fusion nucléaire, générer de l'énergie. Mais avant de se rendre là, il faudrait passer par le passé, puis commencer par les balbutiements de l'idée du laser. En 1916, Einstein et Boltzmann, dans le fond, Einstein a proposé l'idée que les atomes, lorsqu'on les excite, vont vibrer, puis lorsqu'ils vont cesser de vibrer, vont émettre de la lumière. Ou on pourrait dire, en abusant le langage, un pulse de lumière. Fait que pour le schématiser, quand je fais un dessin, un atome, son cœur, un électron qu'on va exciter. Lorsque l'électron est excité, il monte de niveau d'énergie, il va rester à un niveau stable pendant un certain temps. Puis lorsqu'il va vouloir revenir à son niveau d'énergie initiale, il va émettre de la lumière ou un pulse. Fait que ça, c'est l'idée théorique d'Einstein, voilà plus, fait déjà 106 ans déjà, en fait. Fait que voilà 106 ans, Einstein a eu cette idée-là avec Boltzmann. Ensuite, en 1928, on observe la première fois ce pulse-là de lumière. Fait qu'ils ont excité les atomes. Dans le temps, c'était de l'arsenic ou de l'ammoniac, je ne m'en rappelle plus. Bref, ils ont excité les atomes, ils ont observé l'émission de lumière. Bon, après ça ne servait plus à rien, il n'y avait pas vraiment de technologie pour exploiter ça. Il faut attendre jusqu'en 1953 pour la création du maser, la grosse batterie. Ça, en fond, c'est un peu l'ancêtre du laser. Bref, c'est le laser 0.0. Après ça, il faut attendre 4 ans plus tard où est-ce que le mot laser en tant que tel est créé par Gould et M. Tang. Bon, comme tout le monde un peu, ben, on a des couleurs préférées, mais malheureusement, un sable laser, c'est du plasma, ce n'est pas de la lumière. Fait que, on peut laisser ça tomber. Un laser, c'est de la lumière, pure et simplement. Mais là, on peut dire, ouais, mais là, Olivier, la lumière, les ampoules en font de la lumière, de plusieurs couleurs, plusieurs intensités, plusieurs longueurs d'onde. Oui, c'est vrai. Mais un laser, ça fait seulement une seule lumière, une seule énergie, une seule direction. Donc là, je vous ai présenté un peu l'idée théorique. Comment ça fonctionne un laser maintenant? Mais grosso modo, c'est un milieu actif qu'on va exciter. Je vous mets l'image de l'atome, juste pour qu'on se rappelle, on excite l'atome va émettre de la lumière. Fait que comment on excite ça? C'est simplement un pulse lumineux ou un courant électrique. Les deux façons fonctionnent très bien. Une fois que les atomes sont excités et émettent de la lumière, ça va rebondir sur les miroirs 3 et 4 à l'écran. Le miroir 3, c'est un miroir 100%. Tout est rebondi, tout est réfléchi. Le miroir 4 va laisser passer seulement un niveau d'énergie ou une énergie très spécifique, qui va être le laser en tant que tel. Fait que ça, c'est l'aspect théorique de la chose. Il faut attendre les années 60, en fait. Ça fait pas si longtemps que ça qu'on a des lasers. Avant qu'on ait des lasers pulsés au rubis ou des lasers au gaz. Bon. Donc là, on a des avancées technologiques, on a le transistor, les ordinateurs, ça avance bien, mais on atteint un point critique où est-ce que l'énergie, on n'arrive pas à délivrer ou donner assez d'énergie à notre laser. Donc on est comme un peu pris à devoir amplifier nos pulses. C'est des problématiques pendant plusieurs années jusqu'à ce qu'en 2015, on a la méthode CPA ou Chirps Pulse Amplification, pour le dire en anglais. Cette méthode-là, ça nous a permis de créer des lasers qui sont robustes et qui ne vont pas se dégrader au fil du temps, au fil des utilisations, ce qu'on faisait avant. Bien, ça a amené un prix Nobel, le professeur Stan Donna. Bouge pas, regarde, je vais enlever le clavier ici. Je l'ai rencontré déjà une fois, une femme très intelligente, vraiment remarquable. Si vous avez l'opportunité de lui parler, je vous suggère d'en profiter. Fait que, juste pour vous donner une idée,
intellectuel de sa poussée technologique, les micro-ondes, pas les fours micro-ondes, les micro-ondes en lumière, la longueur d'onde ou le temps entre 2 pulses ou 2 maximum d'un pulse, c'est environ 1 millimètre. Elle, grâce à sa technique, on est 1 million de fois plus petit qu'1 millimètre. Pour mettre ça en pratique, ou qu'est-ce que ça veut dire vraiment avec les mains? Mais de façon traditionnelle, on utilise des nanopulses, nanosecondes. L'inconvénient, c'est que ça chauffe le matériel. Quand on fait le laser LASIK MD, quand on fait les opérations aux yeux, ça chauffe, ça fait un peu de gaz, ainsi de suite. Des lasers nanosecondes. Mais là, avec les lasers femtosecondes que le professeur Donat a réussi à créer, on peut faire les coupes sans brûler, sans chauffer, sans résidus. L'interaction est si rapide et si puissante que les électrons, les atomes n'ont pas le temps de chauffer, vraiment. Fait que tout ça, je vous parle de ça, ça sert à quoi au final? Ben, le laser femtoseconde, c'est un laser super puissant qui sert à créer des lasers encore plus puissants, qui s'appellent les lasers attosecondes. Les lasers attosecondes, c'est la même chose qu'un laser normal, sauf qu'au lieu d'avoir un pulse lumineux, on envoie le laser femtoseconde dans une cellule de gaz, comme celle-là, par exemple. Quand on envoie ça dans une cellule de gaz, ça va faire un laser ultra puissant qui est à peu près 10 à 100 fois plus petit, plus court en termes de longueur d'onde, des dizaines, des centaines de fois plus puissant que le laser femto. Bon, là, je vous parle de laser, ici, mais ça sert à quoi le laser? C'est quoi le lien avec la fusion nucléaire? L'énergie là-dedans. Bon, je vais venir à ça, mais avant d'arriver à la fusion, il faut juste faire une distinction entre fission et fusion. Ces deux termes sont utilisés vraiment de façon mélangée, je pourrais dire. La fission, on envoie un neutron sur un cœur d'un atome, on fait la fission du cœur, puis ça fait des atomes plus légers. Tandis que la fusion, on va prendre de l'hydrogène, par exemple, le fusionner, puis donner de l'hélium et des neutrons. En d'autres mots, ben, il y en a un qui explose, puis il y en a un qui se condense. Je dirais, c'est pas ça la grosse différence entre les deux. Fait que, bien sûr, aussi, on ne veut pas reproduire ça en laboratoire. Avoir le soleil dans mon laboratoire, ce ne serait pas vraiment le fun. Fait que, comment on fait pour émuler? Anciennement, on utilisait des tokamaks. Grossièrement, c'est un gros champ magnétique qui emprisonne un plasma. Plasma, on peut penser aux aurores boréales notamment. Donc, on emprisonne ça, on emprisonne un gaz dans un plasma, puis ça va faire de la fusion. On ne parlera pas de ça aujourd'hui, on va parler de la fusion nucléaire, comme dans l'image. Il y a deux façons de faire la fusion nucléaire avec des lasers. Et de la façon directe, deux coques, dans le fond, une coque de maintenu puis une coque de protection, dans laquelle on va mettre des pastilles de gaz. Puis, ben, tout simplement, on va directement envoyer les lasers sur les pastilles pour les condenser jusqu'à ce que ça fasse de la fusion nucléaire. Et sur papier, ça ressemble à quoi? Une machine de fusion nucléaire directe, ben, ça ressemble à ça. Malheureusement, on a des prototypes, mais les lasers ne sont pas suffisamment puissants pour faire la fusion directement. On va faire la deuxième méthode, qui est la méthode indirecte. Encore une fois, il y a deux coques, une coque de protection intérieure, une coque extérieure de maintenu. Puis, on a une cible hollow room qu'on appelle. C'est là-dedans qu'on va envoyer les lasers. C'est un cylindre de cuivre. Et à l'intérieur de ce cylindre-là, c'est là-dedans qu'on va mettre les pastilles de gaz qu'on veut faire la fusion avec. Ensuite, on envoie les lasers dans la cible de façon indirectement sur les pastilles, jusqu'à ce qu'on condense et que ça amène à de la fusion nucléaire. Puis, une machine de fusion indirecte, ça ressemble à ceci. Au fond, c'est, comme je dis, une grosse coque énorme dans laquelle on peut rentrer plusieurs humains en termes de hauteur. Pourquoi c'est si grand? C'est qu'on a besoin de 192 lasers pour faire la fusion nucléaire indirecte à ce jour, grâce au laser attoseconde. Bon. Dans les deux cas, on a besoin de 3 ingrédients principaux. On a besoin d'atteindre un point de combustion. Dans le fond, comme les étoiles, quand ils se condensent et la température augmente, il y a un certain point auquel les étoiles vont commencer à faire de la fusion, puis ça va faire de l'émanation de lumière. Comme le Soleil, c'est ça qui est arrivé il y a plusieurs milliards d'années. Il faut atteindre ça. Pour pouvoir atteindre ça, on a besoin de lasers super puissants. Là, on a des lasers, on va dire attosecondes, qui sont extrêmement puissants. Il faudrait qu'on ait des lasers un peu plus puissants qui soient dans les longueurs d'onde des rayons X. Éventuellement, un jour, on va atteindre ça. Et finalement, il faut avoir le bon mélange de gaz. Dans les pastilles, les gaz qui sont mélangés, l'hydrogène, c'est un mélange très précis, puis il y a des quantités ou des ratios à respecter. Donc là, aujourd'hui, après ça, on est rendu avec la fusion. Est-ce qu'on a réussi à faire quelque chose? Bien, de façon intéressante, on a réussi à atteindre un point de combustion, entre guillemets, pas exactement,
mais presque. On a injecté 0,234 mégajoules et la fusion a généré 1,3 mégajoules ou 1 milliard de petits lasers comme ça en même temps, d'énergie. Ça, c'est cool, c'est vraiment intéressant, mais malheureusement, on n'a pas réussi à répéter l'expérience. On a atteint au mieux 50% de la performance qu'on a atteint l'année dernière. Ça, c'est quand même important de le mentionner. En plus, c'est des performances qui sont similaires à la méthode avec des champs magnétiques. Donc, on n'a pas vraiment un avantage d'une méthode par rapport à l'autre pour l'instant. Peut-être qu'éventuellement, ça va être le cas. Et finalement, malheureusement, vu que c'est la méthode indirecte qu'on utilise, il y a beaucoup d'énergie laser qui est perdue dans la cible de cuivre. Bon, là, je finis sur une note négative. On n'a pas réussi. Voilà. L'avantage de la fusion, en partant, c'est de 3 à 4 fois plus puissant ou plus intéressant que la fission nucléaire. Les centrales de fission nucléaire sont extrêmement performantes. Ils performent 1 million de fois plus que le charbon. Ensuite, la fusion ne crée pas ou très peu de déchets nucléaires, contrairement à la fission, contrairement au charbon qui va émaner des gaz dégueulasses dans l'air. Puis, de toute façon, je ne peux pas manger ça, fait que j'en veux pas. Puis aussi, vu qu'il n'y a pas vraiment de matériel fissible, il n'y a pas de risque que ça explose si ça passe une bombe nucléaire. Mais de toute façon, Santé Canada dit que ce n'est pas bon pour ma santé, fait que j'en veux pas non plus. Puis à la fin, finalement, la versatilité des lasers, c'est que plus qu'on va avoir des lasers puissants, plus qu'on va pouvoir prendre des gaz ou des matériaux qui vont être lourds. Au lieu de prendre de l'hydrogène, on peut prendre de l'hélium par la fusion. Et peut-être même, qui sait, prendre du fer, puis faire de la fusion avec ça, puis créer des nouveaux matériaux. En conclusion, en bref, la fusion nucléaire, c'est pas encore prêt. On va parler encore de 10 à 20 ans avant qu'on ait des centrales de fusion nucléaire. C'est encore une technologie émergente, mais c'est une technologie très prometteuse. Peu de déchets, beaucoup d'énergie. C'est ça. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne soirée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Donc, dans le fond, j'ai oublié de le mentionner tantôt, mais les présentations, c'est 12 minutes environ. Puis après ça, on a une période des questions d'environ 5 minutes. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez venir au micro où je suis pour poser votre question au présentateur dans ce cas-ci à la vidéo. Donc, je vais établir le coordonnage de l'eau. Juste vous. Oui? Il y a le laser mégajoule en France. Est-ce qu'il y a des projets similaires au Canada? Au Canada, non. Malheureusement, pas à ma connaissance. Ça se peut qu'il y en ait en construction puis que ça ne soit simplement pas mis aux connaissances du public. J'ai une autre question. Oui. Comment est-ce qu'on récupère l'énergie issue de la fusion? Oui, ça, c'est vraiment une bonne question. Fait que, juste monter... je ne sais pas si vous vous souvenez, les coques de protection. Donc, le jour où on va utiliser ça pour faire de l'énergie, la coque de protection, la coque de maintenue extérieure, ils vont être connectés à un système, on va dire, thermoélectrique. En fond, ça va être le même principe, entre guillemets, que la fission nucléaire. On va utiliser de l'eau en fusion pour faire tourner des turbines. Puis c'est ça aussi le chiffre, on parle de 4 millions de fois plus efficace, c'est le thermoélectrique. Ce n'est pas la fusion elle-même. La fusion elle-même, ce serait des milliards de fois plus efficace. Mais là, on parle de thermoélectrique qui est des millions de fois plus efficace. Je ne sais pas si ça répond à votre question. J'imagine que j'étais clair comme un cristal, donc... Ah oui? Oui, bien sûr. Salut. La manière dont tu parles, on a l'impression que c'est un peu ce miraculeux propre et tout. Il n'y a pas des inconvénients, tout est parfait. Il n'y a pas de, je sais pas, niveau déchets, niveau rejet de carbone, niveau, il n'y a pas de petits trucs qui sont un peu embêtants, notamment pour l'environnement. Ouais, ça, c'est une excellente question. La pire chose qui peut arriver, c'est la coque de protection. Elle peut éventuellement devenir légèrement radioactive. Elle peut devenir légèrement radioactive. Donc, on doit l'isoler pour au maximum une période de 100 ans. Ça, c'est le pire déchet qui peut subvenir. Mais c'est une bonne question parce que c'est vrai que ça sonne... Quand j'ai commencé à lire sur le sujet, c'est vrai que ça sonne extrêmement miraculeux.
Mais on n'est pas encore rendu en enfer non plus. On est encore au balbutiement de la technologie. Merci. Oui, oui, bien sûr. Imagine la matière première, c'est votre deutérium, tritium, l'hélium. Oui. Comment est-ce qu'on la génère, comment est-ce qu'on la capte, qu'on la met en forme en fait? Est-ce que ça ne génère pas de la pollution? Ça, c'est une très, très bonne question que j'ai pas, je vais être honnête, je n'ai pas lu suffisamment sur le sujet. Le deutérium, c'est une matière qui est extrêmement présente. Donc, elle, la capturer, la mettre en des capsules, non, mais le tritium, c'est une matière qui est beaucoup plus rare. Donc, il y a des alternatives qu'on observe, on tente de faire aujourd'hui, c'est de prendre du gaz deutérium avec deutérium pour faire de la fusion. C'est beaucoup moins intéressant que le deutérium et le tritium, mais au moins, on a la matière première. Parce que la pollution derrière, dépendamment de la méthode, ça peut amener la pollution, mais c'est assez minime, de ce que j'ai lu. Merci beaucoup de la question. Oui? Et tes matières premières, là, Le deutérium et le tritium. le deutérium est rare, c'est ça? Le tritium est très rare. C'est de l'hélium 3, d'hydrogène 3, pardon. Et justement, est-ce que ça peut être développé à large échelle ou pas? Alors, par exemple, actuellement, là, pour la fission nucléaire, là, avec le radium-238, on essaie d'arrêter, de passer à la 3e ou 4e génération de nucléaire, par exemple, parce que l'événement a tendance du radium-238, et si on continue ça, c'est la même chose pour la fusion. Ouais, c'est une bonne question. Pour le deutérium, non. Il n'y a pas d'inquiétude. On va pas prendre de l'eau. Le tritium, c'est là, ça vient à la question précédente, c'est le tritium qui va être plus rare. On pourrait le générer de façon artificielle avec des centrales nucléaires, ce qui n'est pas souhaitable non plus parce qu'on manque de matière nucléaire aussi. À part ça, c'est peut-être aller en chercher dans l'espace parce qu'il y a des poches de gaz naturel, de tritium qui peuvent exister. Mais là, ça devient très coûteux. Est-ce qu'il faut qu'on aille dans l'espace, aller chercher ça puis le ramener sur Terre par la suite? C'est parce qu'on cherche de la matière alternative au tritium. Merci pour la question. Okay. Je sais pas combien de temps il me reste pour... Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à venir me voir. Je vais rester dans le bar pour les autres présentations aussi. Merci beaucoup encore une fois, puis je vous souhaite de passer une excellente soirée.